Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Salut Anne. Bonjour Jeanne. Je suis très heureuse de te recevoir au micro aujourd'hui. On est à l'Académie du Climat pour un enregistrement de podcast. On va parler d'un sujet que je n'ai encore jamais abordé sur le podcast, la fermentation, mais pas que. Je vais d'abord te laisser te présenter. On a un point commun toutes les deux puisque tu es aussi passée par le domaine du juridique et du juridique en droit de l'environnement. Donc oui, je m'appelle Luenne, je suis présentement vigneronne paysanne en Dordogne, à côté de Bergerac, sur un domaine viticole qui s'appelle Combriac. Et effectivement, c'est une reconversion professionnelle puisque on va encore dire que c'est plus ou moins récent. Ça a commencé, on s'est installé à plein temps en 2018 avec Florent, mon compagnon. Et avant ça, effectivement, j'étais conseillère juridique en droit de l'environnement, spécialisée sur les questions de protection de la nature et de la biodiversité à Bruxelles. Et donc en 2018, vous avez opéré un changement de vie assez radical. C'est pas ce dont on va parler aujourd'hui, mais ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode. Aujourd'hui, on va parler de ta dernière actualité. Tu as écrit pendant plusieurs mois un ouvrage dont tu vas nous parler. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse de ce projet pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit ? Bien sûr. Donc l'ouvrage, c'est Fermentation Rébellion, qui est paru aux éditions des Équateurs. Donc, c'est une petite philosophie de la fermentation. Donc, c'est comment est-ce que la fermentation, en tant que pratique, peut développer une nouvelle pensée, un nouveau rapport par rapport au vivant visible, mais aussi au vivant invisible. On va en parler plus tard, bien sûr. Mais sur toute la genèse de ce livre, en fait, ça a commencé bien avant que j'en ai même conscience. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans déjà, quand j'étais encore juriste, et que je m'occupais des questions de biodiversité, j'ai commencé à lire beaucoup de livres, évidemment, sur l'écologie, mais aussi sur l'agriculture. Voilà, il y a eu plein de réflexions et plein de pensées qui ont émergé déjà à ce moment-là. Et quand je suis devenue agricultrice, d'autres pensées sont venues se superposer à ça, de militantisme féministe aussi, de pratiques agricoles vraiment concrètement, comment nous avoir un impact en tant qu'agriculteurs, agricultrices. On est vignerons, donc il y avait cette fermentation évidemment qui sous-tendait toute notre activité. Et donc il y avait ces pensées disparates. Voilà, je pouvais avoir à un moment donné une pensée sur l'écologie, à un autre moment me dire ah tiens, c'est vrai que ça c'est quand même assez engagé politiquement. Mais tout ça était des morceaux d'un puzzle qui en fait à la rédaction de ce livre Fermentation Rébellion, tout s'est en fait naturellement assemblé en un grand tout. Et c'est là que clairement et de manière très évidente est apparu le fait que mais tout est lié. Enfin, on le sait dans des podcasts comme les tiens, on le souligne souvent que tout est lié, que notre manière de vivre, de penser a un impact sur la société, sur la planète, etc. Mais là, vraiment, c'était vraiment évident que c'était circulaire et que mais sans les micro-organismes de la fermentation ou de manière générale, il n'y a pas de vie. Sans les micro-organismes, il n'y a pas de diversité, il n'y a pas de planète, il n'y a pas ensuite de société, etc., etc., etc. Voilà le cheminement un peu de cet ouvrage qui est au final une synthèse de ces 10 dernières années de ma vie. De réflexion où chacune des pièces du puzzle se sont imbriquées. On va revenir bien évidemment sur cette réflexion politique aussi que tu as menée et que tu continues, j'imagine, de mener au quotidien, puisque c'est un travail perpétuel que d'y réfléchir. On va revenir sur tous ces sujets. Avant, il va falloir qu'on éclaircisse un petit peu pour les auditeurs et auditrices du podcast, parce que peut-être que certains et certaines ne sont pas familiers avec les termes qu'on utilise, micro-organismes, fermentation. Je vais te laisser peut-être nous clarifier tout ça pour qu'ensuite on puisse entrer dans le vif du sujet. Alors c'est vrai que la fermentation, ça peut faire peur parce qu'on peut associer le mot fermentation à de la moisissure, du pourri, de la décomposition. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fermentation, c'est quelque chose d'entièrement naturel. C'est un processus qui intervient de manière spontanée dans la nature. Il y a la fermentation alimentaire, donc
donc des cas classiques comme le vin, la bière, le fromage, le pain, mais il y a aussi de la fermentation qui est utilitaire, c'est-à-dire que même sans fermentation, nous-mêmes, on ne pourrait pas vivre. La digestion, c'est une fermentation interne. Donc tous les jours, plusieurs fois par jour, on fermente. Malgré nous, on fermente parce qu'on digère les aliments qu'on ingurgite. On a aussi perdu ce lien par rapport à la fermentation. Je pense que beaucoup de gens peuvent se dire « Ah, ça ne me concerne pas » ou « Je ne vois pas ce que c'est, je ne mange pas, moi, fermenter ». Eh bien si, parce que c'est un tiers de notre alimentation. Si on ouvre notre placard, chez nous, je vous donne la consigne, regardez, pensez à votre placard ou à votre réfrigérateur. Si vous ouvrez votre réfrigérateur, il y a au moins un aliment fermenté chez vous. Vraiment. Ça passe par la sauce soja, les cornichons, les olives, le yaourt, le café, le cacao, la vanille, le poivre noir, tout ça, ce sont des aliments fermentés. Alors, on n'en a plus conscience, mais vraiment, on est entouré, un tiers de notre alimentation est fondée sur la fermentation. Donc, ça peut faire peur, ça ne l'est pas, et en plus, c'est quelque chose de très simple et de très accessible. C'est une technique, en fait, au départ, de conservation des aliments qui a été, alors on ne va pas dire inventée, mais en tout cas qui a été pratiqué par nos ancêtres il y a plusieurs milliers d'années. Le pain, il date de l'époque égyptienne, il y a 8000 ans. Le yaourt, c'est 5000 ans. Il y a plein de choses comme ça où ça nous dépasse, en fait. On est vraiment sur un espace-temps vertigineux. Et nos ancêtres n'avaient pas la connaissance des micro-organismes. J'y reviendrai. Ils n'avaient pas de matériel ultra sophistiqué, évidemment. Donc la fermentation, c'est quelque chose qui est induit par l'observation de la nature. Dans la nature, les aliments fermentés, si vous laissez un fruit sur un arbre, avant de rentrer en décomposition, avant de pourrir, il peut fermenter. C'est pour ça qu'on dit souvent que des fruits trop mûrs, il y a un peu d'alcool dedans, parce qu'il y a déjà eu une fermentation alcoolique qui s'est produite et que les animaux qui viennent picorer ou piocher les fruits de l'arbre peuvent être rendus ivres par cette ingestion. Donc c'est quelque chose qui est universel dans toutes les cultures, tous les pays, toutes les populations, à toute époque, il y a eu de la fermentation. Il n'y a pas un seul pays où il n'y a pas de produits fermentés. La fermentation a permis en fait la survie de l'humanité jusqu'à nos jours aussi, parce que ça permettait de faire face aux périodes de famine, anticiper les saisons maigres, donc du fait d'une très bonne récolte, de pouvoir, c'était un peu une épargne des réserves qu'on pouvait avoir dans le cellier ou dans la cave pour faire face à ces aléas. On peut se dire « Ah non, c'est pas fait pour moi » ou « C'est trop compliqué ». Non. C'est quelque chose, une pratique véritablement simple et accessible à tous et à toutes. Comment est-ce que tu expliques qu'on en soit si déconnecté aujourd'hui ? C'est un terme qu'on n'emploie plus tellement. Je pense qu'il y a plein de personnes qui ignorent aujourd'hui ce qu'est un aliment fermenté. Comment est-ce que tu expliques qu'on ait pris tant de distance avec cette pratique ? Alors là, on rentre déjà un peu dans la dimension politique du livre. C'est multifactoriel, mais le plus grand paramètre, c'est évidemment le capitalisme et l'agro-industrialisation de notre alimentation. On est dans une société actuellement où on est sur de la surconsommation, mais aussi sur une surconsommation d'aliments ultra transformés, standardisés, uniformisés. Donc on n'a plus du tout accès à ça, puisque maintenant, aujourd'hui, on ne produit plus nos propres aliments, certainement, et on ne les transforme plus nous-mêmes non plus. Il suffit d'aller dans un supermarché pour consommer. On ne mange plus, on consomme. Donc il y a vraiment eu cette accélération sur ces 50 dernières années, là où nos grands-parents faisaient encore des bocaux, pratiquaient encore, faisaient eux-mêmes chez Bien eux. sûr. Nous, on a complètement perdu ça, comme la cueillette sauvage. Ça, c'est un autre pan de ma vie où j'aime beaucoup cette activité de cueillette sauvage, qui permet aussi de reconnecter à la nature et au vivant, au végétal. Et on a perdu tout ça. Et je pense qu'on est la dernière génération à pouvoir se ressaisir de ces questions, de ces activités, de ces pratiques, pour à notre tour le transmettre aux générations futures, pour retrouver un lien avec la nature et avec le vivant, avant que ça se perde vraiment complètement, que ce soit complètement dilué dans une consommation de masse au niveau alimentaire. On est passé d'une économie de la subsistance,
où tout le monde, avant l'exode rural, avait un petit lopin de terre, un petit potager, des œufs, voilà, quelques poules, des choses comme ça, à une économie de marché. Donc on a perdu tout lien, on connaît même plus notre producteur, notre productrice, et puis on n'a plus la maîtrise. Donc là où il y a eu ces dernières années de nombreux scandales alimentaires, de E. coli, de viande de cheval, de Kinder Bueno, je ne sais plus, contaminés. Revenir à la fermentation, c'est aussi une manière de se réapproprier son alimentation, de refaire soi-même, et je ne dis pas chacun ses goûts, donc on n'est pas tous obligés de faire de la choucroute chez soi. Ça passe par le pain, ça passe par les yaourts, ça passe par des petits fromages frais. Enfin voilà, il y a plein de manières de rentrer. Après, ça peut être plus poussé, on peut avoir envie de faire sa propre sauce soja, son propre miso. Voilà, il y a tellement de manières différentes de l'aborder, parce qu'il y a tellement de préparations qui existent dans le monde, que c'est un univers fascinant. C'est assez galvanisant aussi de se réapproprier ces techniques, ces pratiques dans le quotidien, de se réapproprier ou de s'approprier d'ailleurs pour certaines personnes. Tu le disais là juste en terminant ton explication, que ça pouvait aussi mener à une certaine créativité culinaire, peut-être plus d'amusement aussi en cuisine. Est-ce que tu peux nous donner quelques petits exemples ? Ça peut être un amusement parce que déjà, la pratique de la fermentation a toujours été une activité collective. Ça ne se fait pas tout seul dans sa cuisine. Partout dans le monde, lors des fermentations, c'était des grands rassemblements. Les vendanges, c'était des grands rassemblements collectifs, un grand moment collectif. Quand on faisait cuire le pain, on allumait le four banal une fois par semaine, le four du village, et tout le monde venait avec ses bâtons pour faire cuire le pain de la semaine. En Corée, où l'emblème national, c'est le kimchi, donc cette préparation fermentée de choux, de légumes de manière plus générale, ça se fait en famille. C'est des grands regroupements communautaires, parce qu'on ne fait pas une petite quantité, un petit bocal. Non, on fait une grande préparation qui va en principe tenir tout l'hiver ou plusieurs mois, dans lesquels on va piocher pour pouvoir consommer les choux fermentés sur une longue période. Donc il y a quelque chose de très festif dans la fermentation. Moi, j'aime bien dire aux gens que pour apprendre à fermenter, c'est pas en regardant des tutos sur YouTube que vous allez véritablement... Oui, vous pouvez apprendre les bases, ça va vous donner une idée de ce que c'est, mais j'invite vraiment les gens à aller à la rencontre de fermenteurs et fermenteuses. Il y en a de plus en plus. Il y a vraiment une communauté qui est en train de se créer autour de cette pratique partout dans le monde. Et il y a vraiment cette joie à faire ensemble, à apprendre. Parce que la fermentation, ça a toujours été une transmission aussi, puisque c'est quelque chose d'empirique et qui faisait partie de la pratique quotidienne de nos ancêtres. Il y a toujours eu une transmission de mère en fille, de père en fils, en fonction des préparations. Et c'est quelque chose que je pense est important à maintenir, ce partage. Là aussi, le capitalisme s'est à nouveau emparé de la fermentation comme un produit marchand, avec la perspective de pouvoir financièrement gagner de l'argent là-dessus. Mais les graines de kéfir, elles ont toujours été données. Parce que quand on commence à faire du kéfir, on le sait tous et toutes, à un moment donné, on a un surplus qui est trop, et donc il faut le donner pour pouvoir quelque part réguler un peu cette population de micro-organismes qui se multiplient. Pareil pour la mer de kombucha, à un moment donné, on en a trop, donc on le donne. Et donc il y avait vraiment ce partage et cette passation de manière totalement gratuite d'un bien commun à tous et toutes. Et c'est ça qui est très beau dans la fermentation à l'heure actuelle, et que je trouve important de maintenir dans une société où on est très individuel maintenant. On est dans une société de consommation individualiste, égoïste, de l'immédiateté, de la rapidité. La fermentation, c'est le temps long. On ne fait pas une fermentation en 1 heure. Le résultat de la fermentation prend plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc, voilà, ça permet aussi de ralentir, de reprendre le rythme dans une société qui nous étouffe et qui nous bouffe et qui détruit la Terre, quoi. Cette invitation à ralentir fait rêver en ce mois de janvier, ça donne très envie. Tu le disais, c'est vraiment
l'univers de la transmission. On se transmet des graines de kéfir, on se transmet beaucoup de choses. Sur Basilic, j'aime bien toujours aider les auditeurs et auditrices avec des aspects très pratiques pour leur permettre de sauter le pas facilement, puisque l'objectif de ce podcast, c'est vraiment de montrer à toutes et tous qu'on peut réaliser notre propre transition écologique de la façon qui nous corresponde. Tu mentionnais les graines de kéfir, les mers de kombucha. Comment est-ce qu'on retrouve ces ingrédients, ces biens en donation, justement? Si tu vois, on est dans une ville, peu importe, là aujourd'hui on est à Paris, toi tu vis en Dordogne. Voilà, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que tu as des petits conseils pour trouver? Parce que ça paraît un peu fou. Un peu étrange. Alors c'est vrai que le kéfir et le kombucha, c'est des très bon moyen pour rentrer dans la fermentation, pour apprendre un peu les goûts, parce qu'on va réapprendre le goût aussi. La fermentation, c'est l'anti-standardisation, l'anti-fadeur. Donc on va réapprendre l'acidité, l'amertume, l'umami, qui est le 5e goût aussi qu'on peut percevoir dans la bouche. Donc c'est aussi toute une aventure gustative qui s'ouvre à nous. Et le kéfir et kombucha, c'est assez facile à mettre en œuvre chez soi. Voilà, c'est assez simple une fois qu'on a compris la pratique. C'est très facile aussi d'en trouver parce que il peut y avoir des groupes sur les réseaux sociaux où les gens donnent. Donc ça peut, dans une ville, on peut se retrouver pour se donner ces micro-organismes, ces graines de kéfir ou ces mers de kombucha. Certaines biocoop aussi, aux magasins spécialisés en bio, donnent. Donc attention, j'ai bien dit donnent. Donc ceux qui vendent, voilà, on re-rentre dans une économie marchande. Mais moi, la biocoop où j'habite, ça se sait qu'on peut demander des graines de kéfir et ça se donne sans aucun problème. Et puis une fois que vous allez commencer à vous inscrire à des ateliers de fermentation, vous allez rencontrer d'autres gens qui peut-être pratiquaient déjà le kéfir ou le kombucha et voulaient apprendre la lactofermentation ou font du pain et donc peuvent vous donner du levain aussi. Donc voilà, donc la rencontre en fait provoque inévitablement l'opportunité de s'échanger, de se donner des choses. Finalement, grâce aux micro-organismes, on tisse à nouveau du lien. Oui, et c'est vraiment ça qui est important. Donc, donc les micro-organismes, c'est quoi? Donc, c'est les bactéries, les levures, les moisissures aussi. Donc, c'est vrai que voilà, quand ça fait peur, mais ça montre aussi que ça pointe du doigt que l'étranger fait toujours peur. C'est comment est-ce qu'on peut dépasser ça, dépasser l'étrangeté et l'étranger pour à nouveau se relier à d'autres. Et c'est une métaphore de notre société, non? L'autre n'est pas un danger et une menace. Au contraire, on peut s'enrichir du fait de côtoyer l'autre. Et aussi, voilà, il y a une grande joie finalement de découvrir d'autres gastronomies, de partager là-dessus, de se rendre compte de toute la richesse au monde qu'il y a hors fast-food et aliments uniformisés, quoi. Oui, et puis résister ou lutter contre cette standardisation du goût à l'échelle mondiale, c'est aussi un acte engagé, un acte quelque part de militantisme. En tout cas, moi, je le perçois comme ça, et à la lecture de ton ouvrage, c'était le sentiment que j'en avais. Dans ton ouvrage, et puis évidemment sur ton site, dans ton histoire, tu parles de paysannerie du vivant. J'aime beaucoup ce terme, je le trouve poétique. J'aurais aimé que tu nous expliques ce que ça signifie pour toi, ce terme de paysannerie du vivant. Il m'a beaucoup interpellée. J'aurais bien aimé que tu nous parles peut-être brièvement, mais quand même de ta pratique agricole, de tes techniques de fermentation. Comment tout ça est lié? En fait, on comprend en t'écoutant, tout est lié. En fait, quand on s'est installé à Combriac, on a très vite réfléchi à cette philosophie du vivant. C'est-à-dire que quand on est arrivé, on a repris un domaine familial où il y avait des vignes, mais des vignes en monoculture, qui avaient été pensées dans un système productiviste, chimique. Donc forcément quelque chose qui ne collait pas avec nous, nos convictions écologiques. Donc on a commencé à réfléchir à nos actions et ce qu'on pouvait mettre en place pour atténuer cela. Alors évidemment à notre échelle, de paysannerie par rapport à la grande globalité de l'agriculture mondiale intensive, c'est pas grand-chose, mais on a vraiment voulu recréer une ferme d'antan, sans fantasmer les choses, parce que j'entends bien que
nos ancêtres avant nous ont voulu sortir de cette paysannerie parce que c'était dur, parce qu'il n'y avait pas de vacances, parce qu'ils étaient esclaves finalement de leur ferme. Donc ça, je l'entends et je le comprends tout à fait, mais c'était quand même sortir de cette monoculture de la vigne pour mettre en place de la polyculture élevage. Donc on a des moutons qui font de l'éco-pâturage 6 mois de l'année dans les vignes, on a du blé ancien, on a du houblon, on a un jardin en permaculture nourricier, on fait de la vitiforesterie, c'est-à-dire qu'on plante de la vigne, on plante de la vigne avec des arbres. Donc c'était réfléchir à un système global qui nous sort de la monoculture et qui finalement est en ligne de fond le vivant. En mettant tout ça en place, on s'est dit oui, donc il y a tout ce vivant visible. Oui, voilà, on plante des arbres, on a planté, je pense, 8000 arbres depuis qu'on est arrivé. On a mis en place les animaux. Mais tout ça, c'est visible. Mais en fait, pour avoir un sol, qu'on va dire vivant, oui, on n'utilise pas de pesticides, de produits phytosanitaires, mais ça passe aussi sur des pratiques qui vont faciliter, améliorer la vie du sol, la présence de ces micro-organismes, de ces bactéries qui sont indispensables à l'agriculture, enfin à notre planète de manière générale, et ne pas avoir des sols inertes ou des sols morts. Du coup, ça a découlé sur la fermentation, puisque dans le cadre des vinifications, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 99% des gens qui font du vin utilisent des levures qu'on appelle sélectionnées. Donc c'est exactement le même process que quand on fait du pain. On peut faire un pain industriel avec de la levure, je pense que c'est la majorité des boulangeries en France, ou bien on fait un pain en levain. C'est plus long, c'est plus de travail, c'est plus cher, puisque les farines, on va utiliser quand même du blé ancien, des vieilles variétés, etc. Mais ça donne quand même un tout autre produit qu'un pain industriel. Non, c'est pareil avec le vin. On peut utiliser de la poudre, ou bien nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire partir la fermentation de manière spontanée, uniquement avec les raisins. Donc voilà, donc tout ça, ça a façonné notre vision et notre pratique agricole au quotidien pour, oui, ce que j'appelle une paysannerie du vivant, parce que, alors c'est pas utopique, c'est une pensée, ça reste une pensée. Après, dans la pratique, comme pour tout, on a tous et toutes notre porte d'entrée dans l'écologie. Certains, ça va être la cosmétique, d'autres, ça va être l'alimentation, d'autres, la maison, l'habitat. Voilà. Et c'est pareil pour l'agriculture, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une recette qui marche, il n'y a pas un modèle de success story ou performant. Non, la nature est diverse et variée à nouveau, et donc chacun de nous, chaque paysan ou paysanne peut avoir sa manière de penser les choses et sa manière d'appliquer surtout, parce qu'il y a la théorie et puis il y a le concret, et il y a les aléas climatiques, et il y a les considérations économiques. Enfin voilà, c'est multifactoriel, donc on doit jongler avec tout ça. Donc il peut y avoir certaines incohérences aussi, comme nous tous et toutes dans nos vies quotidiennes d'écolo, mais on essaye de faire au mieux pour préserver le plus possible le vivant qui nous entoure et de préserver en tout cas la biodiversité. Merci de cet éclairage et j'imagine que voilà, ça résonnera pour beaucoup d'auditeurs et d'auditrices. C'est des sujets qu'on a déjà abordés sur le podcast. Tu l'as dit en préambule de cet épisode, la fermentation est un savoir-faire presque ancestral. Enfin, on la pratique depuis des années. Pour autant, on a des difficultés à la transmettre, ça se perd. On a compris pourquoi, et puis on va y revenir un petit peu sur cette standardisation, cette mondialisation aussi, l'essor du secteur agroalimentaire, la consommation de produits de plus en plus transformés. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place, à ton avis ? Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup ce côté transmission, c'est une question que je pose souvent à mes invités. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui pour transmettre ? Donc, on le disait, se rapprocher de... Comment tu les appelais ? Les fermenteurs et les fermenteuses, oui. de différents endroits. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a des choses, peut-être des petites choses, des connaissances finalement qu'on perd ? Par quoi ça pourrait passer, cette transmission ? Au-delà de simplement se donner ces micro-organismes, qui est bien évidemment hyper important, mais peut-être pas suffisant au regard des mastodontes qu'on a en face de nous quand on parle du secteur agroalimentaire. En fait, c'est très simple. On peut aussi comprendre avec la fermentation qu'il y a un côté de gratification immédiate énorme.
dans un monde où, à nouveau, on peut se chercher, trouver un sens à notre vie, être en quête d'un meilleur développement personnel, etc., etc., la pandémie nous a montré que beaucoup de personnes se sont mises à faire du pain. Parce qu'on a retrouvé du temps et de l'espace et chez soi pour pratiquer, pour s'occuper, pour aussi... Il y avait un côté aussi anti-anxiogène, parce qu'on était quand même... c'était il y a 5 ans, ça semble tellement loin, mais à ce moment-là, c'était quand même très, très déroutant, paniquant de ne pas savoir ce qu'allait être demain, qu'on ne pouvait plus sortir... Et donc, beaucoup de gens se sont mis à faire du pain. Et puis, anti-anxiogène, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et il y avait aussi une dimension de réappropriation des savoirs. On se rendait compte qu'en fait, on ne savait pas faire du pain. On ne savait même plus vraiment comment cultiver ses légumes. Et donc, il y a eu aussi cet essor-là de se dire, il faut que j'ai ces connaissances parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Oui, oui, tout à fait. Et donc, il y a eu cette réappropriation alimentaire, le fait de retravailler la pâte, le pâton, de pétrir avec ses mains, donc quelque chose de manuel, où on est complètement aussi déconnecté de notre corps et de l'utilisation de notre corps sur des activités manuelles. Et après, vous faites un pain, vous le sortez du four, il est beau, il sent bon et il est mangeable, mais c'est absolument incroyable comme sensation, non ? Et c'est ça, c'est comme ça à chaque fois. Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais un pain, toutes les semaines, j'ai toujours cette même joie d'enfant d'ouvrir le four et de dire « Ah là, il est beau et il est bon ». Et puis parfois, il est raté. Et donc, c'est ça aussi, c'est l'éloge de l'échec, de se dire « Bon, ben, c'est pas grave », parce que c'est un processus qui est aléatoire, justement, qui n'est pas standardisé, qui est vivant, donc... en fonction des jours, comme nous, hein, il y a des jours avec et des jours sans. Et donc, il y a vraiment cette gratification, je trouve, énorme à faire du pain ou faire ses propres bocaux. La première fois qu'on fait ses propres pickles, qu'on les goûte, c'est bon. Et puis, donc, on commence à en faire plus, on en offre, on partage au cours des repas avec d'autres personnes. Et puis, cette joie de se dire, oui, mais c'est moi qui l'ai fait. On reçoit des compliments, ça on reçoit des compliments, ah, mais c'est trop bon, c'est trop beau. Enfin, voilà. Et je dis aussi souvent que quand vous venez avec un pain et que vous offrez un pain à quelqu'un parce que vous êtes invité, je crois que c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire, beaucoup plus que des chocolats ou des fleurs, parce que, en fait, le pain, ça veut dire que vous y avez pensé à l'avance, que vous avez nourri votre levain, que vous l'avez pétri, que vous avez mis de l'intention dedans, vos mains, votre cœur, vous l'avez cuit, vous l'avez apporté, vous l'avez offert. Et la personne qui le reçoit, enfin, je veux dire, il y a quand même une dimension d'amour assez vertigineuse, non, de se dire, ce pain n'est pas qu'un pain. Il y a vraiment plein d'autres choses derrière, plein de messages que ça convoque. Voilà, je trouve que c'est vraiment une pratique qui a tout intérêt à être redécouverte pour soi, mais pour le lien que ça crée avec les autres aussi. Quand vous faites vous-même, vous mettez aussi un peu de votre ADN microbien sur les légumes que vous allez préparer, sur le pain que vous allez pétrir. Et vraiment, c'est pas une blague. Il y a vraiment, je peux te donner un chou et on va le faire ensemble en même temps. Ton chou ne goûtera pas le même que le mien au final dans la choucroute qu'on aura préparée, parce que ton empreinte microbienne du fait de tes mains sont différentes des miennes. Et c'est ça qui est aussi absolument incroyable dans ce monde, c'est qu'il y a vraiment une lutte contre la standardisation, mais à une échelle même individuelle. On est chacun de nous des petits terroirs avec des goûts différents. Donc, je vous invite à participer à des ateliers pour vous faire goûter vraiment plein de préparations différentes. Vous allez vous rendre compte de ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous aimez moins. On redevient des enfants, donc c'est-à-dire que ce n'est pas en goûtant une fois non plus, il va falloir goûter peut-être 3, 4, 5, 6 fois, 10 fois pour commencer à aimer le goût des légumes lactofermentés, pour commencer à aimer le goût des pickles, pour commencer à aimer le goût du tempeh. Voilà, enfin, il y a plein d'exemples comme ça où ça peut surprendre au départ, mais c'est une vraie expérience et je trouve que ça nous ouvre nos horizons. Et vraiment, il y a des ateliers qui s'organisent partout. Restez à l'affût, intéressez-vous. Il n'y a pas de peur à avoir. À nouveau, je peux imaginer que quand on n'y connaît rien, on a cette appréhension de rentrer dans un milieu, on se dit « Oh, je ne vais rien comprendre, je vais être perdu ». Non, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir sur la fermentation parce que vraiment, comme je le disais en tout début, c'est simple et
accessible, c'est fait pour, c'est un bien commun, c'est vraiment, ça nous appartient à tous et toutes, donc ne le renions pas, et puis je pense que c'est important d'avoir cette curiosité, et on est tous et toutes capables de le faire. La fermentation comme bien commun, ça pourrait être le titre de cet épisode. Donc les ateliers de fermentation, excellent conseil, merci beaucoup Yuen. J'essaierai d'en lister aussi dans la barre de description, en tout cas de donner des outils et des ressources pour les auditeurs et auditrices qui peut-être auraient envie d'aller plus loin. Moi, ce que je trouve assez fascinant à la lecture de cet ouvrage, évidemment, mais aussi quand on s'intéresse à ce monde fantastique qui est celui de la fermentation, c'est comme tu le disais, on redevient un enfant. En fait, c'est la perspective de découvrir de nouvelles choses, la perspective de se réapproprier des goûts, d'en découvrir de nouveaux. Il n'y a pas besoin de voyager pour découvrir des nouveaux goûts. On peut le faire ici, à quelques centaines de mètres de chez soi, grâce à la fermentation et grâce à tout ce qu'on va pouvoir découvrir. Et ça, je trouve que, en fait, rien que cette perspective-là, elle est réjouissante. En tout cas, elle devrait nous réjouir parce que on a si peu d'occasions maintenant de goûter des choses singulières. Tu vois, tout est tellement standardisé. Que tu habites dans une ville ou dans une autre, tu vas retrouver quasiment les mêmes boutiques, les mêmes spécialités, et même d'un pays à l'autre. Et on a si peu d'occasions que c'est vraiment précieux et il faut les chérir, je pense. Oui, tout à fait. Et en plus, il y a vraiment ce côté accessible et gratuit. Donc, c'est pas un nouveau hobby qui requiert un matériel, voilà, d'investir dans des petites babioles, des machins, des outils. Non, c'est pas grand-chose de plus dans la cuisine pour pouvoir se lancer. Si on veut faire ses yaourts, on trouve des yaourtières en brocante ou chez Emmaüs, en recyclerie, sans problème. Et même, en vrai, il n'y a pas non plus forcément besoin de yaourtière pour faire des yaourts. Il suffit d'avoir un point de chaleur sur le radiateur, ça marche très bien aussi. Donc voilà, il y a vraiment une opportunité ici de se mettre tous et toutes à fermenter sans superficialité, dans une perspective de déconsommation, ou en tout cas de sobriété. C'est ça qui est très chouette aussi dans la fermentation. Vraiment, ces dimensions, comme le souligne le livre, à la fois écologiques, politiques, mais aussi spirituelles ou philosophiques, qui nous ramènent à nous, à réfléchir à notre quotidien, à la vie de manière générale, à retrouver une forme de spiritualité aussi. On peut peut-être se dire... Est-ce qu'il n'y aurait pas une forme de sacralisation des bactéries et des levures qui serait possible, de se dire ces petits êtres sont quand même absolument incroyables, il y a quelque chose de magique et de surnaturel dans la fermentation. Il y a vraiment plein de dimensions diverses et variées, riches, qui peuvent nous ouvrir l'esprit. Et puis chérir le temps long aussi. Ton univers et ton livre nous invitent aussi, en tout cas moi, m'ont beaucoup invité à ralentir et ça te donne envie de te poser. Et peut-être que ce mois de janvier est fait pour ça aussi, de prendre le temps. Yuen, toi, on l'a compris, tu as plusieurs casquettes. Slasheuse. Plusieurs, voilà, exactement, slasheuse. Non, tu as plusieurs casquettes, évidemment. Tu es paysanne cueilleuse, autrice, tu es très, très connectée aussi à la terre à laquelle tu travailles. Quels sont, puisqu'on est en début d'année et qu'on en a parlé, on s'est dit que c'était peut-être cet épisode une opportunité pour les auditeurs et auditrices de penser un peu les jours à venir et les mois à venir différemment. On va appliquer la même réflexion pour toi. Qu'est-ce que tu imagines pour cette année? Sur quoi est-ce que tu as envie de te reconnecter, de te concentrer? Alors, moi, c'est très simple, c'est que chaque année est un éternel recommencement de saison. Donc, je sais quelque part ce qui m'attend et en même temps, pas vraiment. Et c'est là où ça laisse toujours la surprise. C'est que je sais qu'au printemps, il va y avoir tel ou tel travaux agricoles. Et puis en juillet, ce sera l'été avec son lot d'autres travaux. Puis en septembre, les vendanges. Et il y a ce côté très cyclique et saisonnier dans mon activité. Donc, j'ai pas de projet en particulier, mais je sais que ça va être régulé par
par la nature finalement. C'est ça aussi qu'on apprend quand on devient agricultrice, c'est de se recaler avec ce cycle. Je me souviens que quand j'étais dans mon bureau à Bruxelles, je ne voyais pas les saisons passer. Il y avait juste, à un moment donné, je sortais du bureau, je disais « Ah oui, les feuilles sont oranges, ça y est, c'est l'automne ». Mais je ne le voyais pas au quotidien. Et c'est ça que j'aime dans ma nouvelle vie ou dans ce nouvel espace de vie que j'ai aujourd'hui, c'est de percevoir vraiment, jour après jour, le changement, les feuilles qui sortent, toutes petites, qui sont encore tendres, et puis finalement qui commencent à pousser, qui vieillissent, qui ensuite tombent. Voilà, c'est vraiment à nouveau, on parle du temps, et je pense qu'on est tous à courir derrière ce temps, et nous aussi les premiers, mais le fait de vivre dans un environnement tel qu'on a sur la ferme, ça permet parfois de s'arrêter, de repenser à ça, et de la chance qu'on a, en fait, d'avoir encore une nature. Moi, ça m'effraie, en fait, les changements qui s'accélèrent, là, les aléas climatiques, les hivers de plus en plus doux, les étés de plus en plus chauds, la pluie qui tombe de manière intense sur de courtes périodes. Il y a quelques années, je me disais encore, on a le temps d'anticiper le changement climatique, on a le temps de changer nos pratiques agricoles pour corriger les choses. Mais en fait, je me rends compte de plus en plus qu'il est déjà trop tard et que ça va de plus en plus s'emballer, s'accélérer. Et c'est vrai qu'il y a un côté très anxiogène à le vivre dans notre chair au quotidien, parce qu'on est les premières victimes de ces aléas climatiques en tant qu'agriculteurs et agricultrices. Mais à côté de ça, il y a une énorme joie aussi de se rendre compte qu'on a réussi quelque part à se reconnecter à cette nature et que ça nous apporte énormément. Et j'aimerais vraiment que beaucoup plus de personnes parviennent à cet état de conscience par de petits gestes. Oui, on est toujours sur ce dilemme entre la politique des petits gestes et puis des grands mouvements politiques. Mais malheureusement, à l'échelle individuelle, il reste encore très peu de personnes qui réalisent en fait ce qui nous attend et ce qui est déjà là. Et donc, c'était le message aussi de Fermentation Rébellion, c'est de se dire que on peut créer un nouveau récit. La fermentation peut être prise comme prétexte pour construire un nouveau narratif. Et on a besoin de ces nouveaux narratifs pour continuer, pour continuer à militer, mais aussi pour continuer à vivre, tout simplement. Et voilà, c'est mon souhait le plus cher qu'on arrive à infuser et distiller par des podcasts, par des livres, par des discours un peu plus, la nécessité de prendre conscience. Merci beaucoup. Et oui, la nécessité de prendre conscience, bien évidemment, tu l'as dit, le dilemme des petits gestes et des changements plus systémiques. Néanmoins, ce que je trouve très efficace, si on est à la recherche de quelque chose d'efficace pour lutter contre une certaine éco-anxiété, ou des sentiments très anxiogènes, c'est justement ces petits gestes-là et cette sensation de réappropriation de beaucoup de choses, d'une meilleure connexion à la nature. Et on le dit, et ça paraît, je pense, pour certains un peu futile, et pour certaines aussi sûrement. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'aide au quotidien pour lutter contre l'éco-anxiété et pour se dire oui, les changements climatiques sont perceptibles. J'habite en Haute-Savoie. La Haute-Savoie se réchauffe 2,5 fois plus vite que le reste de la France, donc j'ai l'impression de le voir avec une loupe, tu vois. Et pour autant, j'ai jamais été aussi bien que lorsque j'ai été connectée à cette nature, que j'ai pris le temps. Et là encore, c'est pas du tout utopique, c'est vraiment des solutions concrètes pour se sentir mieux. Et finalement, je pense que c'est aussi ça la clé, parce que si on est malheureux dans un monde où on court après le temps et où on est complètement déconnecté, juste on a les news hyper anxiogènes, et ben ça nous aide pas non plus à s'en sortir. Et l'idée, c'est quand même de vivre une vie plutôt apaisée et heureuse autant que faire se peut, quoi. C'est ça. Et en fait, c'est pas nos yaourts ou nos bocaux ou notre pain qui vont changer le monde. Bien sûr. Mais ça apporte déjà une joie énorme
Ça apporte beaucoup de beauté parce que c'est beau, un bout de pain. Des bocaux qui s'alignent sur les étagères, c'est très joli aussi. Alors non, c'est pas futile, effectivement. Je pense qu'il y a besoin de reprendre une certaine maîtrise, entre guillemets, sur notre quotidien pour continuer à avancer et à calmer un peu cette anxiété. Et voilà, c'est pour ça que ça s'appelle aussi fermentation et rébellion. C'est qu'il y a une manière de pratiquer une certaine forme de désobéissance civile en pratiquant la fermentation. C'est une manière de s'afficher à l'encontre d'un système global qui nous dégoûte et qui nous dépasse. On peut chacun, chez soi, dans sa cuisine ou de manière collective avec d'autres, retrouver cet espace-temps où on a quand même la sensation de faire quelque chose de bien. Et puis avec la fermentation, et c'est ce que tu disais au tout début de cet épisode, c'était plein de pièces de puzzle, etc. Mais finalement, toutes les pièces sont là. On a le fait d'agir à l'échelle locale, on a le fait de tisser du lien avec les autres, on a l'économie du don aussi, évidemment, les micro-organismes, le monde vivant, bref, tout y est. Et je vous invite vivement à vous procurer cet ouvrage, à le lire, à consulter ton site aussi, UN, qui est très informatif et je pense qu'il pourra être utile aux auditeurs et aux auditrices. Merci infiniment. Merci beaucoup, Jeanne. De ton temps, c'était super. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @basilicpodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.